Bonjour à tous, avant de regarder cette vidéo, nous avons un message très important à vous transmettre. Vous le savez, nous sommes une radio complètement indépendante car vous êtes notre seule source financière. Pour que Radio Courtoisie continue à vivre, nous avons besoin de vous. En nous soutenant, vous bénéficierez donc d'une déduction fiscale de 66%. Alors cette année, soutenez Radio Courtoisie sur notre site internet ou par chèque. Il n'y a pas de petits dons, chaque participation compte. Merci à tous. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Mais avant ça, je me tourne vers Régis Le Sommier. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta, auteur de La vérité du terrain, récit d'un reporter de guerre aux éditions Bouquin. Et vous voulez nous parler de 2 documentaires de la plateforme Omerta, un sur le CBD et un sur les OQTF. Oui, alors le CBD, on en entend parler, mais on ne sait pas toujours ce que c'est. Et nous, on est allé voir dans la France profonde où il y a pas mal d'agriculteurs, on a trouvé, qui se mettent justement au CBD. Alors comme complément pour certains, pour d'autres, ils en font véritablement un business parce que, on va dire, cette drogue récréative, même si c'est pas, évidemment, c'est pas du tout les mêmes proportions et on peut pas les qualifier exactement de drogue. Il n'y a en pas tout de cas, THC, c'est ça? Voilà, exactement. C'est une question de dose et une question de proportion. Mais en tout cas, ça marche très fort dans nos campagnes. Donc, on est allé dans plusieurs régions pour dialoguer et regarder avec ces nouveaux agriculteurs pour certains ou d'autres des anciens agriculteurs qui se sont mis au CBD justement pour certains pour sauver leur exploitation. Donc voilà, c'est assez passionnant. Et l'autre documentaire sur lequel on travaille, c'est un documentaire qui va s'appeler OQTF, justement sur les obligations de quitter le territoire français. Nous sommes allés la semaine dernière, donc au plus près du terrain, c'est-à-dire dialoguer avec des personnes, des étrangers en situation irrégulière dans ce qu'on appelle un centre de rétention administrative à Plaisir dans les Yvelines, à côté de Trappes. Et la situation dans ces endroits-là est elle fait froid dans le dos. Vous la verrez donc dans notre documentaire. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'état de santé des personnes qui sont détenues dans ces centres. Alors, non pas qu'ils soient pas soignés, mais en termes de toxicomanie, c'est assez effrayant. Également, le fait qu'ils sont dans des imbroglios juridiques incroyables. Certains ont des enfants qui ont la nationalité française, eux ne l'ont pas. Ils sont dans chacun a un dossier particulier et essaye évidemment de rester en France au maximum parce que là aussi, quand on voit la loi Darmanin, l'échec de la loi Darmanin qui revenait justement sur ces étrangers en situation régulière, mais on se rend compte que la plupart ne veulent pas quitter le pays. C'est pas la question de oui, on va vous expulser. Non, ils disent si on nous expulse, on va revenir. Et puis au milieu de tout ça, il y a un djihadiste assez connu donc voilà, pour vous montrer donc que l'Algérie ne veut pas, que la France voudrait expulser. Enfin bref, des situations absolument rocambolesques. Et puis on interviewe aussi des grands spécialistes, des gens comme Georges Fenech par exemple. On interviewe exactement un policier qui lui est chargé d'exécuter les OQTF. Donc c'est un documentaire passionnant et qui sortira le 21 décembre. Voilà. Le 21 décembre sur la plateforme Omerta. Merci à vous. On se tourne ensemble vers notre invité du jour, Fabrice Balanche. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Fabrice Balanche. Bonjour. Alors vous êtes géographe, vous êtes spécialiste de la Syrie, du monde arabe, vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur le Moyen-Orient, sur la Syrie, et vous publiez d'ailleurs prochainement en mars un nouvel ouvrage sur les leçons de la crise syrienne. Alors on voulait évidemment revenir avec vous, avec Régis Le Sommier, sur ce qui se passe en Israël et puis entre ce conflit israélo-palestinien avec ces attaques du 7 octobre. Ce que vous dites, enfin ce qu'on comprend, c'est qu'aujourd'hui les Israéliens ont compris qu'ils se trouvaient donc face à une menace existentielle et que finalement il y avait une toute puissance d'Israël depuis un moment. En fait, ils se sentaient inattaquables et là ils ont pris un coup justement sur cette défense et on sent qu'Israël a compris sa vulnérabilité depuis cette attaque du 7 octobre. Oui, alors le 7 octobre, les Israéliens n'ont pas compris qu'ils étaient vulnérables depuis Gaza, ça ils l'ont compris bien avant. Ça fait je dirais, une bonne dizaine d'années qui se sont rendus compte que le retrait finalement de Gaza en 2005 ou 2006, finalement n'a pas porté ses fruits, c'est-à-dire que Gaza, le fait d'être libéré de l'occupation israélienne ne s'est pas constitué
avec une administration comme la Cisjordanie, puisque bon, on a vu que le Hamas avait expulsé donc les gens du Fatah et avait mis la main mise sur la bande de Gaza, main mise sur l'aide humanitaire, main mise en fait surtout tous les subsides qui arrivent de l'extérieur, qu'ils arrivent de la part de l'ONU ou qu'ils arrivent de la part du Qatar, qui est le principal finalement financeur de la bande de Gaza après, je crois, l'Union européenne. Et ça leur a permis de clientéliser la population, de nourrir de nourrir, comment dire, leur mouvement armé, un peu comme sur le modèle du Hezbollah au Liban, hein, qui s'est constitué en État dans l'État, mais là, le Hamas, évidemment, était tout puissant à Gaza. Avec une stratégie assumée du Hamas, qui est la stratégie de la guerre des berceaux. La guerre des, vous avez dit? Pardon? La guerre des berceaux, la guerre des berceaux. Alors, c'est-à-dire que le Hamas a deux solutions pour l'emporter, pour détruire Israël, par une attaque armée, par les missiles, par le terrorisme, mais également par le nombre, par la population. Il faut bien comprendre que la bande de Gaza, en 1950, on avait 250, 300 000 habitants. 86, 87, la première intifada, on était à 600 000 habitants. 2005, on était à 1,6 million, et voilà, on est à 2,2 millions, vers 2030, on sera à 3 millions. Or, faut pas rêver, la bande de Gaza, ça sera jamais Singapour. Hein. Donc, bon, tout le monde dit que c'est une prison à ciel ouvert, avec une densité de population énorme. Oui, d'accord, effectivement. Mais ça, c'est une stratégie, comment dire, avérée des Palestiniens, également de l'autorité, enfin, également du Fatah, hein, puisque Yasser Arafat disait aux Palestiniens, il faut que vous fassiez 12 enfants, 10 pour la cause et 2 pour s'occuper de vous. En 2000, début 2000, en Cisjordanie, la fécondité palestinienne a fini par s'effondrer. Ça a été aussi la conséquence de l'échec de la deuxième intifada, où ils ont compris qu'ils allaient dans le mur s'ils continuaient cette stratégie suicidaire. Seulement à Gaza, le Hamas, lui, a continué à encourager cette fécondité en distribuant des aides, en poussant les gens à faire des enfants, en disant c'est comme ça qu'on va submerger aussi Israël. Alors, Régis Le Sommier voulait justement réagir là-dessus. Oui, Fabrice Balland, je vais vous demander finalement, est-ce que quand on regarde le négatif au sens photographique du terme, c'est-à-dire la politique israélienne vis-à-vis de la Palestine et vis-à-vis de Gaza, et en particulier celle de Benjamin Netanyahou, parce qu'il faut quand même rappeler que ça fait un petit moment qu'il est au pouvoir, même s'il y a eu des interruptions, etc. L'idée au départ, c'était quand même de miser sur le Hamas, après donc le retrait en 2006 de la bande de Gaza, pour l'occuper en gros à la gouvernance et du coup faire en sorte qu'il n'y ait jamais de solution à deux États et que finalement, est-ce que cette politique de Netanyahou et des faucons israéliens a échoué aujourd'hui? Oui, elle a échoué en partie parce qu'effectivement, la réunification Hamas-Gaza-Cisjordanie, ça, effectivement, on peut l'oublier. Donc, d'un côté, elle a pu réussir de cette façon, mais de l'autre côté, l'idée que le Hamas, en étant au pouvoir, allait s'assagir et face aux réalités du pouvoir, à la limite, pour se démocratiser, c'est un bien grand mot, enfin, on va dire s'assagir, ça n'a pas fonctionné. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la même stratégie qu'on a eu les pays occidentaux à l'égard des frères musulmans lors du printemps arabe, où on s'est dit que oui, mais les frères musulmans, une fois qu'ils seront au pouvoir, ils vont s'assagir, ils vont devenir un mouvement islamo-démocrate, donc il faut pas s'inquiéter. D'ailleurs, ils nous ont donné des gages de bonne volonté, ils sont pour un État non pas séculier, mais civil, enfin ils jouaient un petit peu sur les ambiguïtés, et on y a cru. Et c'est pour ça que notamment la France a soutenu les frères musulmans après en Tunisie, en Égypte, en Syrie, pensant que ces mouvements islamo-démocrates, ces mouvements allaient devenir des mouvements islamo-démocrates. Or, pas du tout. Hein, ce sont des mouvements fascistes hein, dans leur organisation, dans leur fonctionnement. Donc, on dit, hein, c'est one man, one vote, one time. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils le gardent et là, c'est terminé, là, le processus démocratique. Et c'est la même chose qui s'est produit finalement, produit finalement à Gaza. Les Israéliens s'en sont rendus compte quand même un petit peu plus tôt que nous.
Mais que faire? Parce que la grande crainte d'Israël, c'est une marche du retour à partir de Gaza, c'est-à-dire que le Hamas fasse sauter la clôture, mais au lieu d'envoyer quelques milliers de terroristes massacrer les gens dans la périphérie de la bande de Gaza, c'est de pousser 1 million, 2 millions de personnes vers Israël, les femmes et les enfants en avant, et puis voilà, de reprendre possession du territoire de cette façon. Et ça c'est la grande crainte des Israéliens. C'est pour ça que je pense que le scénario qui se dessine, dont on évite de parler évidemment, enfin on va pas, les Israéliens vont pas annoncer leur but de guerre, c'est d'expulser la population de la bande de Gaza, tout simplement. Mais alors, comment ils peuvent justement faire ça? C'est-à-dire que comment c'est logistiquement possible? Et puis aussi, on va en reparler, cette guerre de l'image, évidemment. Comment Israël peut justifier donc, vous dites le départ des personnes de la bande de Gaza, des habitants de la bande de Gaza. On est aujourd'hui dans un monde avec le retour de la guerre froide, avec cet affrontement planétaire Occident-axe eurasiatique, où on a un réveil des conflits un peu partout. On a vu 150 000 Arméniens du Karabakh se faire expulser en 24 heures. Alors, ils n'ont pas été expulsés, ils sont partis volontairement, comme dit l'Azerbaïdjan. Mais ils ont subi des guerres et un blocus de 3 ans qui fait que lors de la dernière offensive de l'Azerbaïdjan, les gens sont partis parce qu'ils avaient trop peur. Ils étaient concentrés dans ce petit territoire autour de Stepanakert et il n'y a pas fallu grand-chose pour les faire partir. La guerre civile syrienne n'est pas terminée, mais on a déjà 8 millions de Syriens qui ont été expulsés, soit un tiers de la population. On a des populations comme les Rohingyas aussi en Birmanie expulsées. Bref, on revient à ce qu'on a pu connaître après la Deuxième Guerre mondiale sur des stratégies d'expulsion, de mouvements importants de population. Hein, ça va se multiplier avec les conflits. Et je pense que les Israéliens sont dans cette stratégie. Vous faites durer la guerre, vous détruisez les 2 tiers de la bande de Gaza, vous poussez les civils vers le poste frontière de Rafah, et puis, au bout d'un an d'une situation humanitaire dramatique, comme tout le monde le rappelle, après les visites dans la bande de Gaza, vous trouvez un accord avec l'Égypte où vous faites sauter la clôture en disant que c'est le Hamas et puis les gens ils passeront naturellement de l'autre côté. Moi j'imagine ce scénario, j'imagine assez bien ce scénario. Alors, que je vois pas comment ils peuvent revenir ensuite dans une bande de Gaza détruite et qui sera sous blocus. Alors Régis Le Sommier justement là-dessus sur ce scénario. J'ai une autre option également. Ça en effet c'est très intéressant et c'est effectivement possible au vu de l'intensité des bombardements. Je rappellerai que aujourd'hui ou hier plutôt, les 6 principales organisations humanitaires ont fait un appel aux États-Unis justement à la suite du veto au Conseil de sécurité pour demander un cessez-le-feu sur la bande de Gaza et en disant on n'a jamais vu ça. On a fait le Soudan, on a fait les tremblements de terre en Syrie, en Turquie, etc. En termes de désastre humanitaire, ce qui est en train de se passer à Gaza est absolument hors de proportion par rapport à tout ce que ces organisations humanitaires, Human Rights Watch, etc., ont vu. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Fabrice sur, en fait, le front intérieur. C'est-à-dire que là, on va dire Gaza, oui, c'est une zone où il n'y avait pas de colons. Les Israéliens s'en sont retirés en 2005 par décision d'Ariel Sharon. Est-ce que finalement l'autre front ne peut pas être bientôt la Cisjordanie avec donc la politique de colonisation qui poursuit son cours et surtout avec la popularité du Hamas, notamment en regard des prisonniers libérés. C'est-à-dire que le Hamas non seulement a remis la cause palestinienne, on va dire, au centre du monde aujourd'hui, éclipsant complètement la guerre en Ukraine, ou en tout cas pour partie, cause qu'on avait complètement oubliée, qui était complètement enterrée, on avait mis la poussière sous le tapis, on va dire, et là, de façon spectaculaire, le Hamas a gagné donc en notoriété au sein de toutes les factions palestiniennes, évidemment, il a le leadership, et en particulier en Cisjordanie, où sa cote de popularité est extrêmement élevée.
élevé aujourd'hui. Il y a également la question des Arabes israéliens donc au sein d'Israël. Est-ce que ça, c'est pas aussi un grave danger que court Israël, notamment en particulier si la guerre aussi se continue et s'aggrave avec le Hezbollah à la frontière nord? Ça ferait beaucoup de fronts en même temps. Et est-ce que là, il n'y a pas un péril en la demeure pour Israël? Oui, bah c'est justement pour ça que le plan, le scénario de l'expulsion des Palestiniens de la bande de Gaza me semble privilégié par les faucons israéliens, parce que ainsi ça fera jurisprudence à l'égard de la Cisjordanie. Des méthodes qui disent bon, voilà, vous voulez subir le même sort que les gens de Gaza? Bon, dans ce cas-là, calmez-vous et vous pourrez rester au moins sur vos terres. Parce qu'effectivement, sinon, s'il y a un recul des Israéliens sur Gaza, s'ils n'atteignent pas leur but de guerre, ça peut galvaniser effectivement les Palestiniens en Cisjordanie ou dans beaucoup d'endroits, la situation est explosive. Hein. Je rappelle quand même, c'est des densités de population énormes. Hein. On est à 1000 habitants par kilomètre carré, avec des ressources extrêmement limitées. Un chômage énorme, une autorité palestinienne hyper corrompue, donc qui suscite aussi l'animosité d'une partie de la population palestinienne et qui voit le Hamas, le djihad islamique ou d'autres groupes comme finalement un recours. Donc, je pense que c'est la stratégie qui est choisie par Israël. Alors après, au nord, effectivement, il y a le Hezbollah qui menace. Moi, je pense pas que le Hezbollah lance une attaque d'envergure sur Israël, parce que ils ont bien compris que les Israéliens n'attendaient que ça pour réduire en miettes la moitié du Liban. Je pense que là, ils auraient vraiment des soucis pour leur organisation interne si cela se produisait, parce que les Israéliens ont tiré quand même les leçons de la guerre de 2006, qui avait été un échec hein, lorsqu'il y a eu cette guerre Israël-Hezbollah à l'été 2006, puisqu'ils avaient dû reculer face à la résistance du Hezbollah qui avait détruit une cinquantaine de chars israéliens. Et le Hezbollah avait tiré profit de cette entre guillemets, défaite israélienne. Ils avaient parlé de divine victoire. Donc là aussi, ils en ont tiré les conséquences et ils ne se laisseront pas faire de ce côté-là. Mais il faut voir que l'Iran, qui est derrière, en fait, je pense que cette guerre à Gaza sert les intérêts iraniens dans la région. D'une part, ils en profitent pour avancer sur leur programme nucléaire, parce que je pense que le JCPOA, le traité nucléaire Iran-États-Unis, aujourd'hui, c'est terminé. Les Iraniens ont compris qu'avec la bombe atomique, ils feraient de leur pays un sanctuaire et ensuite ils pourraient aller envahir leurs voisins ou lancer des milices sur les pays voisins sans subir des représailles sérieuses sur leur territoire. Et ensuite, leur objectif, il est donc de consolider cet axe iranien qu'on appelle aussi le croissant chiite, Irak, Syrie, Liban. Et on voit les bases américaines dans l'est de la Syrie. J'étais en mois de novembre dans l'est de la Syrie, à Kamishli, Hasakeh, et j'ai bien vu ce qui se produisait, où les Américains sont harcelés en permanence par des tirs de roquettes, par des drones explosifs, tirés par les milices pro-iraniennes qui sont dans la région. C'est la même chose également au Kurdistan d'Irak. Le but étant de pousser les Américains au départ de cette région et vraiment d'avoir la mainmise totale sur l'Irak, la Syrie et le Liban. Oui, donc ce qu'on comprend, c'est que ça peut véritablement mettre le feu aux poudres dans toute cette région. Je voulais vous parler aussi du front yéménite, qui pourrait aussi se réveiller. C'est-à-dire que c'est au-delà même de véritablement cette localité d'Israël. Ça va bien au-delà. Oui, alors bon, avec les Houthis au Yémen, soutenus par les Iraniens, et qui leur fournissent des systèmes de missiles qui visaient l'Arabie Saoudite ces dernières années, et puis grâce à l'accord Iran-Arabie Saoudite sous les auspices de Pékin au printemps dernier, on a vu le front yéménite se calmer avec des échanges de prisonniers. Le deal était, en gros, l'Arabie Saoudite réhabilite Bachar el-Assad dans la Ligue arabe et ne soutient plus l'opposition syrienne. Et de l'autre côté, les Iraniens disent aux Houthis de ne plus envoyer des missiles sur Riyad, Daman, l'Arabie Saoudite, laissant ainsi Mohammed Ben Salman réaliser sa vision 2030. Mais là, ce qui se passe, c'est que les Houthis sont très anti-sionistes, même antisémites.
sont en train d'attaquer les bateaux israéliens qui passent par le détroit de Bab el-Mandeb. Et ça, c'est une ligne rouge quand même que les Occidentaux, les États-Unis avaient fixé aux Houthis. Surtout, ne bloquez pas la circulation par Bab el-Mandeb. Je pense pas que ça ira très loin. Parce que derrière, il y a quand même Ce matin, il y a quand même un pétrolier qui est en feu dans le détroit de Bab el-Mandeb depuis cette nuit. D'accord, mais parce que moi, mon analyse, c'est quand même que les Chinois n'ont absolument pas intérêt à ce que le détroit de Bab el-Mandeb soit fermé, soit gêné, parce que là, pour l'économie chinoise, ça serait une catastrophe que cette grande voie maritime entre l'Europe et Shanghai soit fermée. Donc, je pense que les Chinois feront tout, et on connaît le levier qu'ils ont sur les Iraniens, et donc, mais après, on n'est pas à l'abri, d'initiatives personnelles des Houthis. Que ça dérape, mais je pense qu'au niveau international, on fera quand même tout pour éviter que ce détroit soit fermé. Alors, on va revenir vers vous, Fabrice Balland. Je rappelle, vous êtes géographe spécialiste de la Syrie, du monde arabe. Nous sommes aussi avec Régis Le Sommier, notre partenaire du mardi. Mais il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité de Liselotte Dutreuil. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors Régis Le Sommier, vous vouliez revenir sur ce que disait Fabrice Balland, je crois. Non, on évoquait effectivement la situation au Yémen et en particulier avec la milice Ansar Allah des Houthis qui est particulièrement incisive. Je voulais juste rappeler qu'ils ont déclaré la guerre à Israël au début. Leur porte-parole, ça a été parmi les plus offensifs. Ils ont envoyé un certain nombre de drones et de missiles contre des navires américains. Ils sont passés très très près d'ailleurs du porte-avions américain Eisenhower, qui croisait d'ailleurs dans les eaux internationales. Donc on sent vraiment que là, il y a peut-être un front maritime surprise en soutien au Hamas à Gaza. Fabrice, vous disiez que les Chinois pourraient faire pression, etc., vont faire pression pour garder ce corridor maritime ouvert et aux navires marchands. Mais est-ce que les Houthis sont vraiment contrôlables ? Les Houthis un soutien de l'Iran, un soutien logistique de l'Iran. On sait aussi que le Hezbollah libanais a joué un rôle, notamment dans l'entraînement, de l'information des Houthis. Donc l'Iran a un certain pouvoir, un certain levier sur eux. Mais après, le Nord-Yémen, c'est loin de l'Iran. C'est quand même des gens qui sont habitués à vivre en autarcie. Et qui ne répondent pas, comme le Hezbollah, au doigt et à l'œil des Iraniens. Et c'est pour ça que je disais j'ai une initiative personnelle, en tout cas une volonté des Houthis de frapper les Israéliens, de frapper les Américains dans la région est possible. Mais là, alors les conséquences... J'imagine mal aujourd'hui l'Arabie Saoudite rouvrir un front contre les Houthis au Yémen, parce que finalement ils ont obtenu des Iraniens que les Houthis ne frappent plus leur territoire, et ça c'est le plus important pour Mohammed Ben Salman. Et les États-Unis qui ont finalement retenu les Saoudiens dans le passé de détruire complètement le Nord-Yémen. En 2017, Mohammed Ben Salman voulait réduire en miettes le Nord-Yémen et voire provoquer même un génocide, puisqu'il voulait fermer les ports, faire le blocus du Nord-Yémen en contrôlant le port de Hodeïda, et ce qui aurait conduit à une famine. Enfin, il voulait écraser le Yémen de cette façon. Je vois mal les Américains aujourd'hui dire finalement, Mohammed Ben Salman, vous aviez raison, on va vous aider à massacrer tout le monde. Donc je pense que là, on est dans une... Les Houthis, effectivement, se sentent aujourd'hui un peu poussés des ailes, ce qui les conduit justement à ces actes qui paraissaient insensés il y a quelque temps. Et la question, c'est comment les Occidentaux peuvent réagir. Du coup, les Chinois qui sont aussi très présents dans la région, la principale base militaire chinoise à l'étranger, c'est à Djibouti, juste à côté. C'est assez impressionnant ce qu'ils ont construit à Djibouti. Et je pense qu'ils pourraient au moins faire pression sur les Iraniens pour limiter les dégâts et éviter un blocage de Bab el-Mandeb qui serait
qui serait terrible pour l'économie mondiale. Alors, Régis Le Sommier. Alors, moi j'ai une question plus globale sur l'évolution du monde, qu'on peut appeler la tectonique des plaques, qui a été perturbée, ou en tout cas qui s'est accentuée avec l'invasion russe d'Ukraine, puisque c'est un peu le point de départ d'une recomposition du monde. On a vu, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le Karabakh finalement passé dans le giron de l'Azerbaïdjan et ses exodes de population. On a eu un certain nombre de surprises stratégiques, on va le dire, avec notamment le Hamas le 7 octobre. Là, on vient de voir que le Venezuela avait voté l'annexion d'une partie du territoire de son voisin, le Guyana. Est-ce qu'on peut imaginer que la Corée du Nord décide d'envahir le Sud ? Est-ce que finalement, on est au bout de nos surprises pour ce qui est de justement cette recomposition du monde ? Parce que il semble qu'il y a une sorte d'opportunité qui s'offre à pas mal de pays. Oui, tout à fait. On est revenu à une situation de guerre froide avec cette opposition entre les Occidentaux, cet axe eurasiatique, Russie, Chine, Iran, avec un agrégat de beaucoup de pays autour. Le Venezuela en fait partie, la Corée du Nord, la Syrie, qui sont aujourd'hui alliés de l'axe eurasiatique et qui, par conséquent, cherchent à prendre leur revanche sur l'histoire. On voit par exemple la Turquie, pays membre de l'OTAN, mais qui finalement, au Moyen-Orient, a plus des intérêts, des atomes crochus avec la Russie et avec l'Iran, on l'a vu en Syrie, et Turquie d'Erdogan qui voulait redessiner même les frontières maritimes. On s'en souvient, ces dernières années, ils n'ont pas perdu espoir de modifier la zone économique exclusive pour étendre leur domaine maritime, arguant que le traité de Lausanne de 1923 les avait privés finalement de cet espace maritime. Les Chinois veulent revenir sur ce qu'ils appellent les traités inégaux. La Russie venger l'humiliation qu'a subie l'Union soviétique donc en 91. Et le Venezuela reprendre effectivement l'ouest du Guyana. Tous ces pays, évidemment, se sentent pousser des ailes parce qu'ils s'aperçoivent que la force paye. Sur l'Ukraine, moi, je pense que la Russie est en train de gagner la guerre. Enfin, ça fait pas mal de temps que j'imagine ça. On sait très bien que l'armée ukrainienne, aujourd'hui, c'est un ensemble de milices plus qu'une véritable armée. Avec une partie du matériel qui effectivement est détourné, vendu au marché noir, ce qui explique la fatigue des États-Unis de soutenir cette armée ukrainienne. C'est un peu le tonneau des Danaïdes avec très peu de résultats. Et à mon avis, les Russes vont réussir à contrôler de facto le sud de l'Ukraine, le littoral ukrainien. Donc forcément, ça donne des idées à d'autres pays pour étendre leur territoire. Donc on n'est pas au bout de nos surprises. Corée du Nord, Corée du Sud, je ne sais pas. Mais d'autres pays en Afrique, il faut voir tous les problèmes de revendication territoriale qui peut exister. Et voilà, si les régimes peuvent être assez opportunistes, assez volontaires, à condition d'avoir derrière eux effectivement un soutien des Russes, des Chinois, des Iraniens ou d'autres, et voir qu'en face, il n'y a pas de réaction occidentale. Alors, je voulais vous parler de la Syrie, parce que je rappelle que vous êtes quand même spécialiste notamment de la Syrie. Votre prochain ouvrage sur le Moyen-Orient et sur la Syrie, prochainement, c'est Les leçons de la crise syrienne. Qu'est-ce qu'il y aura justement dans ce livre ? Alors, si on peut avoir des bonnes pages avant les autres. Les leçons de la crise syrienne, sous-titre « Premier affrontement, justement, Occident-axe eurasiatique ». Pour moi, la crise syrienne, c'est vraiment un fait majeur dans les relations internationales, parce que c'est la fin d'une hégémonie occidentale de 25 ans depuis la chute de l'Union soviétique. Ça s'est refermé avec la crise syrienne, puisque les Occidentaux ont tenté de faire tomber Bachar el-Assad. Il y a une révolte intérieure, il y a les pays arabes aussi, du Golfe, qui ont évidemment poussé pour le faire tomber, et finalement, ils n'y sont pas arrivés, pour deux raisons. D'une part, la résilience du régime, qu'on avait totalement sous-estimé à Paris, à Washington, pour diverses raisons. Dans le bouquin, je reviens sur justement des années 2011, 2012, 2013, le Fabius,
cette politique néoconservatrice où on prenait ses désirs pour des réalités, où on disait qu'Assad allait tomber dans 2 semaines, il allait tomber avant Noël. Enfin, pourquoi on s'est trompé? Pourquoi ces discours qui ne reposaient sur rien? On était ensemble avec Régis en Syrie, je me souviens, ça devait être en 2015. On avait bien vu la réalité sur le Oui, c'est ça. front, où ça tenait, quoi. Donc, le régime n'était pas prêt de s'écrouler. Pour aussi des raisons intérieures, parce qu'il avait des soutiens intérieurs, parce qu'on a complètement négligé le communautarisme qui soutient le régime syrien, la communauté alawite, qui n'allait pas se désolidariser du régime parce qu'elle avait très peur d'être ensuite éjectée du pouvoir, massacrée par les islamistes, parce qu'on n'a pas voulu voir la montée en puissance des islamistes dès le départ dans la révolte syrienne. Et c'était ce mouvement, on en parlait à l'égard du Hamas à Gaza. Oui, c'est des islamistes, mais une fois qu'ils seront au pouvoir, ils vont se modérer, ça va devenir des islamo-démocrates, faut pas s'inquiéter, etc. Non, les locaux, eux, ils savent ce que c'est que les islamistes, ils n'ont pas d'illusion là-dessus, pas comme les gars du boulevard Saint-Germain. Donc, c'est tout ça que j'explique parce que c'est aussi une expérience de terrain. Et il faut replacer évidemment tout ça dans ce contexte des relations internationales, de cet affrontement régional, Iran, Arabie Saoudite, États-Unis, Russie derrière, parce que très rapidement, le conflit syrien a évidemment échappé aux Syriens pour être entre les mains de cet affrontement planétaire. Alors, Régis Le Sommier, moi, il y a un écho justement par rapport à notre expérience, le voyage qu'on avait fait ensemble, Fabrice, et les voyages que j'ai fait ensuite et que tu as fait aussi. Il y a une chose qui me paraît absolument incroyable, c'est cette fameuse question des hôpitaux de Gaza qu'on entend aujourd'hui en disant ah oui, le Hamas a des souterrains sous les hôpitaux. Évidemment, ça paraît assez logique. Enfin, pour ce qui était de l'hôpital Al-Shifa, que à une époque c'était l'hôpital Al-Shifa à Gaza était le seul endroit qui était jamais bombardé. Alors évidemment que le Hamas y trouve une sorte d'abri pour ses combattants, c'est assez logique. Mais on le met comme argument en disant regardez, ils sont absolument ignobles, ils mettent des mortiers dans des écoles, etc. Et en revanche, quand nous étions en Syrie, la narration était totalement différente. C'est-à-dire que l'opposition qui, à l'époque, en 2015, était complètement déjà gangrénée par les djihadistes, en fait, utilisait les hôpitaux. Et à l'époque, moi, je me souviens d'avoir, a posteriori, juste après à la fin de la bataille d'Alep, visité l'hôpital Al-Kindi, qui était un des hôpitaux d'Alep-Est, qui avait été maintes fois, sur lequel on avait versé des torrents de larmes en disant les Russes bombardent, Bachar el-Assad bombarde, on disait c'était le dernier hôpital, voilà, c'était le dernier hôpital. Et quand je l'ai visité, j'ai remarqué quand même que il était largement occupé par, il y avait les signes de tous les groupes armés d'opposition qui en avaient fait leur QG. Il y avait même un signe d'Al-Nosra ou d'un groupe apparenté sur une ambulance. Donc à l'époque, personne ne s'étonnait que l'opposition syrienne utilise les hôpitaux, alors qu'à Gaza maintenant, oui, évidemment, c'est le Hamas. Donc, suivant la narration, évidemment, les choses mais en fait, les groupes islamistes ont toujours fait ça, quoi. Et c'est ça. Là-dessus, Fabrice Balanche. Oui, tout à fait. Les groupes islamistes, quand on est de toute façon dans une guerre asymétrique, il n'y a même pas forcément besoin d'être islamiste. Non, c'est vrai. Les hôpitaux. Moi, j'ai beaucoup fréquenté le nord-est de la Syrie ces dernières années. Je me souviens du dispensaire de MSF à Tel Abyad, donc petite ville à la frontière syro-turque, qui était tenue à l'époque par les Kurdes, par le YPG. Quand j'étais dans le dispensaire de MSF, j'entendais creuser en dessous de l'hôpital, c'est-à-dire que le YPG, la milice kurde, était en train de creuser sous l'hôpital pour installer son QG, parce qu'ils savaient que les Turcs n'allaient pas bombarder l'hôpital de MSF. En 2019, quand il y a eu l'offensive turque sur le nord-est syrien, j'étais encore dans la région. Là, j'étais avec une ONG Solidarité qui travaillait sur l'eau. Et on avait les guest house des ONG à Amouda, petite ville aussi à la frontière syro-turque. Donc les ONG avaient envoyé les coordonnées GPS des guest house aux Turcs pour pas qu'ils bombardent cet endroit. C'était en pleine guerre, il y avait des bombardements, etc. Tous les soirs, en fait, on entendait de la maison juste à côté de la guest house de l'ONG, les gars du YPG qui venaient chercher des armes et des munitions parce qu'ils avaient installé leur dépôt d'armes juste à côté, puisqu'ils savaient que ça
forcément, à côté d'une ONG, les Turcs avaient moins de chances de bombarder. Donc, voilà, ça, c'est du vécu. Donc, après, je ne suis pas allé à Gaza, j'ai pas ça, mais j'imagine bien que le Hamas a utilisé, évidemment, les hôpitaux, les écoles de l'UNRWA, évidemment, parce qu'ils savaient que c'est les lieux qui étaient les moins susceptibles d'être bombardés par Israël. Et si Israël allait les bombarder quand même, on allait utiliser justement ça en termes de communication pour dénoncer Israël. Et justement, il y a cette guerre, on va peut-être finir là-dessus, cette guerre de l'image. Est-ce que vous pensez qu'Israël est justement en train de perdre cette guerre de l'image aujourd'hui en bombardant Gaza? Et puis on a évidemment de l'empathie quand on voit ces familles détruites par cette guerre et ces civils. Oui, alors ça, l'émotion, c'est très important. Et les Israéliens font tout, évidemment, pour qu'elle ne change pas de camp trop vite. Alors après, vous avez les convaincus de la cause palestinienne, on le voit bien, de toute façon, quoi qu'il se passe, ils seront en faveur du Hamas et anti-israéliens. Après, pour Israël, c'est éviter que, je dirais, les populations de classe moyenne occidentale qui votent et qui peuvent avoir une influence justement sur le gouvernement américain, sur les gouvernements européens, elles ne changent de camp. Pour l'instant, j'ai quand même l'impression. En tout cas, la bataille d'opinion. De l'opinion. Il y a une bataille d'opinion que l'émotion est quand même toujours. C'est ces classes moyennes occidentales, quand même toujours plutôt en faveur d'Israël. Mais alors, effectivement, ça peut basculer. On va conclure là-dessus, Fabrice Balance. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes géographe, spécialiste de la Syrie, du monde arabe. Vous publiez prochainement en mars un nouvel ouvrage, Les leçons de la crise syrienne. On vous réinvitera à ce moment-là, peut-être avec Régis Le Sommier. Puis Régis Le Sommier, directeur de la rédaction de Omerta. Puis je rappelle 2 documentaires sur la plateforme le 21 décembre prochain. Donc c'est sur le CBD et sur les OQTF. Merci à tous les deux.